vous remercie pour l'honneur et ce plaisir certainement partagé que j'ai avec votre média pour échanger autour de thèmes d'intérêt pour notre pays, pour la démocratie et bien sûr pour l'ancrage institutionnel, parce que votre première question aborde la question électorale. Je dois dire que la question électorale, de mon point de vue, a toujours été une question tactique et stratégique pour ceux qui veulent gouverner un État démocratique. Ma petite expérience m'a amené à constater, à observer que quand le Burkina Faso a renoué avec la Constitution du 2 juin pour fonder la 4e République, chaque fois qu'il y avait un enjeu électoral, on modifiait le code électoral. Et malheureusement, les acteurs de la modification étaient ceux qui étaient au pouvoir et ils modifiaient le code électoral de façon à ne pas perdre le pouvoir. C'était devenu en réalité un instrument de conservation du pouvoir. Si fait que je me souviens que aux dernières élections, la question a refait surface. Après, notamment, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, et il était question même de revoir la charte des partis politiques, faire une refondation en vue d'éviter le tripatouillage. Mais c'est un débat, hein, pour faire des réformes, comme je le dis, c'est un débat qui devrait être consensuel, parce qu'on a des objectifs. Vous voyez, il y a la CENI. La CENI a une histoire. Ça n'a pas toujours été la CENI. Au départ, c'était l'administration même qui organisait les élections. Et par la suite, l'opposition a commencé à contester, parce qu'il y a des pays où le chef de l'État, il est élu à 99,99%. C'est une aberration, c'est absurde. Mais si vous voulez que le citoyen, de façon consciente, de façon libre, sans corruption électorale, choisisse les dirigeants, eh bien, vous devriez pouvoir faire des réformes en fonction. Et surtout, sévir a posteriori dès lors qu'il y aura des actes attentatoires à la loi. Nous avons eu, par exemple, en tant qu'avocat, à défendre des partis politiques, des candidats qui ont été floués sur le terrain par la corruption électorale. Donc, il faut d'abord travailler à éradiquer cela. Il y a des pays qui ont réussi. Parce que quand on dit, par exemple, un pays qui a 30 millions d'habitants, et le corps électoral, vous n'avez même pas 2 millions qui partent voter. Vous voyez que, quelque part, ça ne reflète pas, en tout cas, ce choix-là, le choix de la majorité. Je ne les connais pas. À ce jour, on ne parle pas d'élection, puisque les partis politiques même sont en parenthèse. Mais je dis ce que je connais de par le passé, eh bien, la question a toujours été posée par les partis politiques qui souhaitent une refonte, une réforme, mais cela est en corrélation aussi avec la vie démocratique des partis politiques ou des acteurs politiques. Donc, de nos jours, nous sommes dans une période de transition où la priorité, c'est pas aller aux élections. Donc, pour moi, le débat n'est pas encore posé. Quand il sera posé, j'avoue qu'il y aura
certainement des propositions. On pourra aussi s'inspirer de notre histoire. Mais je dis à la CENI, qui existe en tant qu'institution, il y en a même qui demandent qu'on dissolve la CENI, mais je crois qu'il faut en tout cas un mécanisme de transparence, un mécanisme en tout cas qui donne confiance à l'électeur pour son choix libre, indépendant des éventuels gouvernements. Bien sûr, puisqu'il s'agit de choisir des gens qui vont décider du sort de l'ensemble des Burkinabés, toutes les couches sociales naturellement comprises. Je suis de l'école de la démocratie populaire, je suis de l'école de la démocratie pluraliste, mais où la souveraineté est véritablement dévolue au peuple burkinabé. Donc la démocratie, comme vous le dites, hein, a plusieurs définitions, a plusieurs sens, a plusieurs contenus. Et moi je dis souvent, c'est pas la démocratie le problème. La démocratie n'a jamais été le problème. C'est l'homme qui a été le problème, qui est le problème. Voilà pourquoi d'ailleurs on dit souvent, si la démocratie se définit par le peuple, comme quelqu'un l'a dit, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien, il ne faut pas confondre le peuple aux humains dans leur ambition personnelle. Il ne faut pas confondre le peuple à la foule. Il faut faire une analyse, j'allais dire, scientifique du peuple. Sous la révolution du président Thomas Sankara, on avait défini le peuple. Si vous lisez le DOP, le discours d'orientation politique, eh bien, qui est le peuple? C'est défini. Les ennemis du peuple, c'est défini. Et on définit maintenant une vision de la lutte qui est en réalité tributaire de la lutte des classes. Mais de plus en plus, ces notions disparaissent. Hein, et comme je vous le disais hors micro, vous voyez, Georges Bourdeau parle de la démocratie. Il définit la démocratie et vous avez les typologies de la démocratie. Donc, la démocratie n'est pas forcément aussi la question électorale. J'ai toujours, quand j'étais à la tête de l'UNIR, MPS, dit et soutenu que nous ne sommes pas un parti électoraliste. Un parti, sa première mission, sa première vocation, c'est l'éveil des consciences. C'est la maturité du peuple. Et quand le peuple prend en main son destin, il s'assume. C'est ça qui nous intéresse. Et maintenant, le leadership va certainement travailler à assouvir les aspirations fondamentales du peuple, à savoir en termes même de droits de l'homme. C'est quoi? Les droits économiques, les droits politiques. Mais il faut d'abord manger, boire sa soif et bien sûr vivre. Donc, vous voyez, même la Constitution a prévu ces droits fondamentaux-là. Mais pour un pays qui est occupé par l'ennemi, qui est en guerre, il y a une priorité, qui est d'abord de libérer le pays. Il a toujours été ce que nous appelons le fer de lance. Le fer de lance, ça veut dire dans toutes les générations, à toutes les étapes de l'histoire, mais ce sont les jeunes qui se mettent au devant. Mais ces jeunes ne doivent pas être des jeunes sans maturité, sans conscience. Voilà pourquoi ces jeunes, quand ils prennent leurs responsabilités, ils le font en toute âme et conscience, parce que ces jeunes, pour la plupart, ont été formés, ont été, si vous voulez, dans des moules d'organisation, soit politique, soit d'organisation de masse, et ont acquis une conscience de classe. Et se mettre je prends l'exemple du 17 mai 1983. Quand le président Sankara a été arrêté, c'est les jeunes qui étaient dans les rues pour dire, exiger, libérer Sankara. Quand le journaliste Nobel Zongo a été
également massacrés, c'est encore les jeunes qui étaient dehors. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Mais sous la houlette, j'allais dire, quand même, je n'aime pas l'expression direction éclairée, mais sous un leadership qui a une vision, qui a des objectifs pour conduire l'ensemble du peuple à bon port. Il ne s'agit pas, donc, de ce point de vue-là, de jeunes qui s'excitent parce qu'ils sont jeunes. Non, le présent et l'avenir, c'est la jeunesse. Parce qu'elle se bat pour d'abord une société où elle va retrouver ses propres intérêts. Par exemple, la question du chômage. Les jeunes sont exposés. Si vous prenez des jeunes burkinabés de nos jours, qui sont les plus nombreux, ils sont confrontés à des questions d'éducation, etc., etc., des questions de santé. Donc, ces jeunes aspirent à un changement qui va tenir compte de leurs propres intérêts. Le dernier mot, c'est souhaiter longue vie à Faso 7 et bien sûr souhaiter que notre pays, le Burkina Faso, renoue avec la paix. Vous voyez, c'est un peuple formidable qui était adulé par le monde entier, notamment par l'Afrique, et nous sommes attaqués. Eh bien, moi j'invite l'ensemble des Burkinabés à faire front, à faire chorus pour que nous puissions anéantir l'ennemi et construire notre pays comme havre de paix, de développement, de progrès économique, social, où tous les Burkinabés et ceux qui vivent au Burkina vont accéder au bonheur. C'est mon rêve. Et je pense que c'est possible.